Le football, c'est sympa, mais de temps en temps, il faut gagner un match, parce qu'autrement, on se fait vite chier, quoi. Gagner le championnat avec Metz. Éviter de poser des fois des questions qui sont déplacées. C'est une vraie ville de football, Metz. On a l'impression que si on pouvait interdire qu'il y ait des supporters dans un stade, on le ferait, quoi. Bonjour à tous, nous sommes de retour pour un tout nouveau podcast. Cette fois-ci, la team Let's Go Metz vous parlera de leurs souvenirs les plus marquants avec les différents clubs messins. Gérald nous emmènera 30 ans en arrière au stade Saint-Symphorien pour évoquer son premier souvenir avec les Grenats. Avec Mathieu, nous irons aux arènes en novembre dernier pour y revivre le derby des Canonniers contre Jeff. De son côté, Virginie a décidé de nous parler de la rencontre entre le Metz Handball et le Vardar en 2017. Une rencontre très importante pour elle, elle nous expliquera pourquoi. Et pour terminer, Arthur nous parlera du derby contre la SNL lors du retour en Ligue 2 en 2014. Voilà pour le sommaire, let's go. Gérald, tu vas nous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je suppose, et vu que je suppose bien, que tu vas nous parler du FC Metz. Évidemment, Kevin, il va être question du FC Metz. Alors, je t'avouerai que difficile pour moi de ressortir un souvenir en particulier parce que, d'une part, ils sont légion, du fait de mon âge avancé, et d'autre part, ils commencent à s'étioler avec le temps, toujours à cause de mon âge avancé. Bref, malgré tout, je vais vous conter, tel un vieux sage, avec toute la nostalgie des anciens, mon premier véritable souvenir de Saint-Symphorien. Vous êtes prêts ? C'est parti. On monte dans la DeLorean, direction le samedi 14 avril 1990. Il y a quasiment 30 ans jour pour jour. J'avais 11 ans. Si, c'est arrivé, je te jure. Je suis chez moi et j'attends avec impatience mon parrain, sicilien, ça s'invente pas, le frère à mon père, parce que, oui, je suis un fils d'immigrés siciliens, ça non plus, ça s'invente pas. Et avec l'accord de mes parents, il avait décidé de m'emmener à Saint-Symphorien voir le FC Metz. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, j'avais déjà eu l'opportunité de voir un match de gala au stade, lors du Noël de joie, organisé par Michel Platini, où d'ailleurs j'avais rencontré Michel ainsi que Patrick Battiston, mais je n'avais pas encore véritablement goûté au FC Metz. À l'époque, au grand désarroi de mon parrain, j'étais surtout un fan inconditionnel de l'Olympique de Marseille et de Jean-Pierre Papin et de l'équipe de France. Il était donc temps pour moi de découvrir mon équipe locale et d'entrer dans la famille Grenat. À ce moment-là, je ne le sais pas encore, mais je vais rester à vie supporter du FC Metz. Donc 19h, me voilà enfin dans la voiture de mon parrain, et là je découvre les raccourcis au banc Saint-Martin pour éviter les bouchons. Malgré la faible affluence, ça roule mal, et il faut trouver à se garer. Et c'est là aussi que je vais apprendre à me garer le long de la promenade du site, qui longe le parc du Grand Pâtural derrière le boulevard Saint-Symphorien. Une habitude que je garderai à vie. Et là j'ai découvert le chemin à pied entre la voiture et le stade. L'odeur des saucisses, de la bière, partout ça enivre. Il y a du bruit, des rires, des chants. Les sons des cornes de brume, qui à l'époque étaient encore très utilisées et qui pourraient symboliser à elles seules l'ambiance d'antan. Un football du passé, le football de nos parents, de nos grands-parents. Pour l'occasion, mon parrain nous avait pris des places en tribune nord. C'était son petit kiff du jour parce qu'elle était récente et qu'elle était belle, grande, impressionnante. Puis c'était le but, m'impressionner, me marquer à vie. Et pour le coup, c'était réussi. Le contexte, alors c'est la 33e journée de première division. Le FC Metz qui végète dans le ventre mou du classement reçoit Saint-Étienne. Les joueurs côté Grenat, alors je vais te faire rêver, on a du Bernard Lama dans les buts, du Cartier, du Gaillot, du Pauque, du Hitzbergy, du Zénier, qui d'ailleurs marquera l'unique but de la soirée, du Bronovic, du Michiche, enfin bref, que des noms qui font rêver les aficionados du club à la Croix-de-Lorraine. À l'époque et depuis une saison, le FC Metz est dans le dur et l'affluence s'en ressent. Seulement 9000 personnes au stade ce soir-là, c'est vraiment peu. Mais bien sûr, nous sortions des années 80 qui avaient été plutôt prolifiques pour le club avec les titres en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, l'épopée européenne, etc. Et c'était difficile pour le public de voir son équipe jouer les seconds rôles et lutter pour le maintien. Cette saison-là, le FC Metz finira d'ailleurs 14e avec 34 points. Ouais, 34 points. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était encore la victoire à 2 points. Je vous avais dit, ça ferait très souvenir de guerre. Alors, je me souviens, la clameur du public sur chaque action, chaque débordement, chaque centre. Et sur le but de Bernard Zénier, cette hystérie collective, cette joie palpable. Et également cette sensation que tout le monde était là pour la même chose. Vibrer pour la même équipe, ressentir la même émotion, la même joie sur le but, ou la même agressivité sur les décisions litigieuses, ou alors cette angoisse sur les actions adverses.
Alors j'ai vibré ce soir-là sans trop le vouloir. Je me suis identifié au type qui était sur le terrain et qui mouillait le maillot pour tout un peuple. C'est depuis ce jour que j'ai aimé le FC Metz et je me suis rapidement vu offrir un poster. Et je demandais régulièrement à mon père de passer par le stade juste pour le voir et ressentir à nouveau cette frénésie. Nous y allions même quelquefois sans billets parce que c'était quand même un coup et qu'on n'était pas forcément très riches. Alors on est arrivé juste pour la deuxième mi-temps parce qu'à l'époque, les mecs de la sécurité ouvraient l'accès et nous laissaient monter en haut des marches de la tribune nord pour voir la fin du match. Je me souviens des coups francs d'Azanovic, de Kubic. À chaque fois, c'était un suspense incroyable. On savait qu'il pouvait y avoir un but parce que ces types, c'était des magiciens. Enfin bref, je pourrais encore en parler pendant des heures de ces années 90. Elles m'ont marqué à vie. Et je crois qu'on est pas mal dans ce cas-là. Je sais que je suis un privilégié d'avoir découvert le club à cette époque et d'avoir été plus tard un ado pendant la période phare du FC Metz entre 94 et 98. Les années section Graouli, les années Pires, Pouget. Alors je souhaite vraiment aux jeunes de maintenant de connaître un jour le FC Metz, sous un jour au moins aussi ensoleillé. Merci Gérald. On sent Je t'en prie. beaucoup, on sent beaucoup de nostalgie dans ton histoire. Ah, Et, complètement, ouais. et Beaucoup j'ai d'émotions, une question qui me vient comme ça en tête là. Est-ce que selon toi le FC Metz peut retrouver sa ferveur d'antan ou est-ce que le football business a vraiment définitivement fermé les portes à ça? Je pense pas que le football business ait fermé les portes. Je pense que, au contraire, ça va peut-être être l'occasion, avec un peu de business, de retrouver une équipe compétitive. Je pense surtout que les gens ont besoin de rêver. Et, surtout, on le voit en ce moment dans la période qu'on est en train de traverser. Je pense que le FC Metz a ses racines dans l'émotion, dans la combativité. Et si on retrouve ça sur le terrain, dans les tribunes, ça se retrouvera à nouveau. Je me fais pas de soucis là-dessus. On peut retrouver un FC Metz comme dans les années 90. Pour ça, il faut juste... Mais tu parles de terrain ou tu parles d'ambiance? Ben, ça va avec, en fait. Si t'as pas comment dire, si t'as pas de vrai football sur le terrain, de combativité, bah, ça se ressent dans les tribunes, du coup, voilà. Donc tu me parles de football business, pourquoi pas? Si le business peut apporter une équipe compétitive au FC Metz, je pense que l'ambiance, elle sera là, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, bah écoute, je te propose qu'on passe tout de suite à la prochaine story et on va donc écouter Mathieu qui va nous parler des canonniers dans quelques instants. À tout de suite. Mathieu, c'est à ton tour d'évoquer avec nous un événement qui t'a marqué dans le sport messin. De quoi vas-tu nous parler? Eh bien, pour ce podcast souvenir, je vais surtout vous parler d'un événement assez récent, ce qui ne sera pas forcément le cas de tout le monde, puisqu'il s'est déroulé le 9 novembre 2019. Et il concerne le basketball messin. L'équipe est en National 2, ce sport est encore assez peu populaire à Metz, et pourtant cet événement a tout pour être la fondation d'un beau destin pour les canonniers. Le derby face à Geoff, c'est naturellement le match qui suscite le plus d'attention chaque année. Une rivalité bien ancrée dans les esprits des joueurs, comme dans l'esprit du public, mais qui a soulevé une attention particulière cette saison. Et ça, c'est pour plusieurs raisons que je vais évoquer. Tout d'abord, il s'agit du premier derby qui s'est joué à Metz depuis la séparation de l'Union qui liait l'équipe à Sainte-Marie-aux-Chênes. Alors ça aurait pu revêtir un intérêt tout relatif si le hasard du calendrier n'avait pas placé ce match aller à une date impossible. Le Palais des Sports déjà réservé, l'inversion des matchs aller et retour refusés, un changement de date qui n'a jamais trouvé d'accord. Les bruits de couloir évoquaient alors un possible retour d'un jour à Sainte-Marie pour cette rencontre particulière. Mais le tout faisait vraiment monter la tension progressivement sur les dirigeants, les joueurs et les aficionados du basketball messin. Et puis, la confirmation est tombée en octobre. Les canonniers joueraient bel et bien leur derby à domicile. Et qui plus est, dans la plus grande salle sportive de la ville, les arènes. Alors certains se sont vite signalés par leur défiance vis-à-vis de ce projet. Une salle démesurée, pas adaptée au basket. Mais c'était sous-estimer le potentiel de ce sport dans notre ville. Parce qu'à Metz, la pratique du basket dépasse largement ce que l'on peut estimer lors d'une simple rencontre à domicile de National 2 pour les canonniers ou de National 3 pour le Metz BC. Le basket vit en premier lieu sur tous les terrains extérieurs de la ville, dans les remparts, derrière la piscine Lothaire, à côté de la patinoire, près du restaurant Portofino, à Longeville, le long du canal à Montigny. Autant de lieux qui respirent et qui vivent le basket lors de chaque jour ensoleillé ou non. De mars à novembre, en 1 contre 1, en 3x3, en 5 contre 5. Et la perspective pour tous les amoureux de la balle orange de voir ce sport enfin pratiqué dans l'enceinte la plus prisée de la ville n'a pas manqué de souffler dans le dos de l'organisation.
De leur côté, les canonniers se sont dotés d'un effort de communication qu'on ne leur connaissait pas jusqu'alors. Des affiches se sont mises à fleurir sur les devantures de toutes les boutiques, sur les écrans publicitaires de la ville. L'événement sur les réseaux sociaux s'est vu être partagé des centaines de fois. Mamedi Diawara, capitaine de l'équipe des canonniers, nous confiait d'ailleurs quelques jours avant la rencontre l'importance de l'événement pour lui. C'est vraiment quelque chose de magique et c'est vraiment quelque chose de fort. Moi qui suis à Metz depuis 2011, si on m'avait dit quelques années plus tôt on aurait pu jouer aux arènes, j'aurais dit mais n'importe quoi. Et c'est vrai que de temps en temps je me prénervais. Quand j'allais voir les matchs du Metz Handball, je me disais putain mais ce serait quand même chouette d'avoir un match de basket aux arènes. Et puis voilà, ce rêve il est devenu réalité. Alors voilà, tout ça aurait pu être un simple pétard mouillé si le jour J n'avait pas été au niveau. Hors des sentiers battus, le moindre faux pas peut éventuellement devenir un problème majeur, mais fort heureusement, tout s'est passé comme prévu. Du job dating le matin au tournoi 3 contre 3 auquel j'ai eu le bonheur de participer, il n'y a eu aucun accroc. Le seul écart de la journée, un retard du coup d'envoi du match lié à un délai dans l'entrée des arènes en raison d'un nombre très élevé de spectateurs. Car des spectateurs, il y en a eu plus qu'espéré d'ailleurs, 3000 en tout, donc, dont 500 dans le camp des visiteurs. Donc, il y avait de quoi assurer un spectacle sur et hors du terrain dès l'entrée des équipes. Chants, tifos, fanfares, encouragements, et ce sentiment partagé d'assister à un événement exceptionnel. Et pour en avoir parlé avec des joueurs après coup, ils l'ont partagé aussi ce sentiment. Et c'est peut-être ce qui restera, au-delà de la rencontre en elle-même, de la domination messine après des années de défaites face aux voisins, des 32 points de Mathiuli, des étoiles dans les yeux des enfants en tribune, des scènes de liesse et de l'envahissement de terrain final. De mon simple niveau de basketteur du dimanche, photographe, rédacteur, j'ai le sentiment d'avoir assisté au dépôt de la première pierre de la réelle construction du basketball messin, qui après beaucoup d'efforts pour construire ses fondations, prend enfin la dimension qu'il mérite face au public qu'il mérite. Alors je suis pas fou, hein. Il faudra certainement encore du temps avant que cette soirée du 9 novembre 2019 devienne un événement standard. Il y a du chemin à faire pour que le sportif, et le financier et le public rattrapent le rêve d'un soir, mais s'il fallait un exemple de ce qu'est le goût du potentiel de la balle orange dans cette ville, c'est ce jour précis que nous l'avons senti. En effet, c'était l'un des événements marquants du sport messin en 2019. Nous savons d'ores et déjà que la saison de basket allait terminer et que les canonniers retrouveront Jeuf la saison prochaine. Est-il, selon toi, envisageable de revoir à nouveau ce derby contre Jeuf aux arènes lors de la saison prochaine ? C'est difficile à dire parce que, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que l'événement s'est passé aux arènes. Beaucoup de solutions auraient pu être trouvées entre-temps et c'était vraiment quelque part le choix de la dernière chance et ça a demandé beaucoup d'organisation, beaucoup de moyens. Je ne sais pas si si l'ambition va être à refaire de ça un événement annuel, mais ce serait une bonne chose en tout cas pour continuer à montrer que le sport, le basket a sa place à Metz et peut exister dans les plus grandes salles lui aussi. Ouais, c'est quelque chose que j'espère. Ouais. Est-ce que tu crois que ce match-là a fait passer un cap aux canonniers dans leur image, dans leur présentation? Les Messins connaissent un peu plus cette équipe. Est-ce que ça s'est ressenti sur le reste de la saison, sur les matchs au Palais des Sports notamment? Ah ouais, sans hésiter, clairement, oui. Il y a un avant et un après pour moi dans la saison. C'est-à-dire que le public est venu plus nombreux au Palais des Sports les fois suivantes. Il y a des gens qui sont venus découvrir et qui n'y avaient jamais mis les pieds. Des gens qui ont entendu parler du basket messin et qui s'y sont intéressés. Des gens qui étaient peut-être passionnés, qui ne connaissaient pas les canonniers. Ça leur a donné une visibilité qui était importante et qui a aidé la salle à être un peu plus remplie à chaque match. Et il y a vraiment un avant et un après cette rencontre-là et ça a beaucoup aidé, je pense, les canonniers et ça va les aider aussi à grandir avec les projets qui arrivent. Eh ben, très bien Mathieu, je te remercie. On va passer au prochain épisode de ce podcast. On va rester aux arènes et ce sera par contre pour parler de handball, du Metz Handball avec Virginie et c'est tout de suite. Virginie, tu vas nous parler d'une rencontre particulière pour toi du Metz Handball. Tu vas d'ailleurs nous expliquer pourquoi dans quelques instants, mais tout d'abord, à quand remonte-t-il ce souvenir ? En effet, je vais vous parler d'une rencontre qui me tient énormément à cœur et qui remonte donc au 5 mars 2017. Certains vous parleraient de cet immense exploit en quart de finale contre le Grand Győr. D'autres encore feraient mention de ce Final Four historique pour les troupes de Emmanuel Mayonade.
Mais moi, je vais vous raconter ce jour spécial, qui est donc le 5 mars 2017. Lorsque Metz Handball a mis au tapis l'une des meilleures équipes européennes en les battant 42-28. Il faut tout d'abord savoir que cette confrontation était la toute première à laquelle j'assistais. Donc, en dehors du résultat, elle revêt une importance symbolique. Pour la petite histoire, c'est ce même jour que j'ai découvert la ville et c'est à ce moment-là que j'en suis tombée amoureuse. C'est donc un week-end capital dans ma vie. Je rentrais également dans une salle que je n'avais vue qu'à la télévision jusqu'alors et quand je suis arrivée, il y avait déjà énormément de personnes. C'est vraiment à partir de ce dimanche que je me suis rendu compte que la Ligue des Champions était très importante pour le public. Après, j'allais assister à une rencontre entre ma nouvelle équipe de cœur et une équipe qui se composait d'immenses joueuses que j'admirais depuis mon adolescence. C'était un rêve extraordinaire pour moi. Si j'avais pu pleurer, je crois que je l'aurais fait. Un frisson avait carrément parcouru l'entièreté de mon corps. Même si les Messines perdaient, j'allais voir une rencontre de haute intensité et pour moi, c'était déjà magnifique. Pour recontextualiser, Metz Handball n'était encore qu'un simple outsider et n'ambitionnait qu'un quart de finale pour son retour dans la plus grande des compétitions européennes après l'avoir manqué la saison précédente. D'ailleurs, l'équipe arrivait dans ce tour principal avec seulement 4 points contre le double à l'heure actuelle et tout n'avait pas commencé très bien. Les Dragons subissaient 2 revers inauguraux. Elles stagnaient à 4 points avant de battre Astrakhan, mais s'inclinaient de nouveau dans l'antre du FTC Budapest une semaine avant la réception du Vardar. Nous voyons que cela n'était encore un peu difficile en Coupe d'Europe. Tous les voyants n'étaient pas au vert. Pour ce choc attendaient les arènes de Metz. D'ailleurs, l'entame n'a pas été simple pour les Messines à vrai dire. Elle butait sur une grande Amandine Leynaud, bien déterminée à fermer boutique contre son ancienne maison. Dans les travées, nous ressentions toute la frustration de voir les joueuses locales échouer alors qu'elles pouvaient faire beaucoup mieux. Sentiment partagé. Elle avait déjà prouvé contre Bugdugnos quelques mois plus tôt. Elles étaient rapidement menées en toute logique, mais restaient tout de même à une distance raisonnable. Cependant, Laura Glauser faisait déjà un meilleur match que la semaine précédente. D'ailleurs, elle aura été déterminante puisqu'elle nous sortait 2 parades consécutives qui permettaient à Metz d'égaliser. Et à partir de ce moment-là, vers la 15e minute du match, leur visage changeait complètement. Rien ne semblait les perturber. On sentait qu'elles voulaient gagner ce match pour elles, pour leur public. Elles regardaient dans les yeux l'une des meilleures équipes du vieux continent. Leynaud, Penedic, Lekic, Erem, Lacrabert étaient mises à l'amende par un collectif soudé qui se dirigeait tout droit vers un même objectif. Durant 45 minutes, elles avaient proposé un magnifique récital sans commune mesure. Des parades, une défense de fer, des montées de balles fulgurantes et des scuds de Hannah Gross ou Xenia Smith. Tout ce qu'on aimait voir quand on supporte Metz Handball. Elles étaient sur un petit nuage, rien ne pouvait les stopper dans une ambiance qu'on ne retrouve malheureusement pas assez souvent aux arènes. Les Macédoniennes ne jouaient pas contre 16 personnes, non. Mais bel et bien contre 4618 personnes. Dans son histoire, Metz Handball n'avait jamais autant dominé un gros nom. Alors, objectivement, je préfère préciser que l'ampleur du score est en partie le fruit d'une mutinerie du Vardar, mais la victoire reste tout de même logique. J'avais entendu ce moment tellement longtemps, j'ai été gâtée et je n'oublierai jamais ce match. Comme beaucoup, je suis restée de longues minutes sans voix après ce scénario qui frôlait l'esprit hollywoodien. C'était grandiose, inexplicable. Ce match est rentré au panthéon de l'histoire du club. C'était une victoire au courage, à l'abnégation, avec un vrai esprit collectif que nous louons à chacune de leurs sorties. C'était pour moi la première pierre de cette longue série de rencontres sans défaite aux arènes. Et en quittant les arènes, j'avais la certitude que Metz Handball devenait un concurrent sérieux. Quel que soit le contexte, ce 5 mars 2017 reste pour moi l'élément déclencheur de tout ce qu'on a pu voir par la suite. Merci Virginie pour ce très beau retour aux arènes en 2017. Désormais avec du recul, est-ce que c'est l'ambiance des arènes qui a contribué fortement les Dragons à se surpasser et à jouer au-dessus de leur niveau? D'après toi c'est quoi? C'est vraiment dû à ça ou elles étaient vraiment au-dessus des autres? Bah, c'était dû à plusieurs éléments. Justement avec cette ambiance que je n'ai pas vraiment retrouvée les autres années, en dehors de peut-être du quart de finale contre Bucarest l'an dernier. Ensuite, c'était peut-être
pour se rattraper de leurs difficultés en Coupe d'Europe, parce que comme je l'ai dit, c'était assez irrégulier et justement elles avaient subi des fêtes un peu pas humiliantes, mais je veux dire, elles jouaient très compliqué contre le FTC Budapest la semaine précédente. Ouais. Elles jouaient pas très bien, comme on a pu le voir au cours de la saison cette année, malheureusement. Ouais. Mais et donc en fait, il y avait pour moi cette envie de se rattraper de ce match-là et de proposer un spectacle justement devant leur public, parce que c'est vraiment une volonté forte du club de proposer du beau jeu, en Ligue des Champions devant son public. D'accord. Et tu parlais aussi d'une mutinerie du Vardar. Tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il en était à cette époque dans cette équipe, pour qu'il y ait carrément à ce niveau-là, au niveau professionnel, une mutinerie des joueuses? En fait, beaucoup de joueuses n'aimaient pas la gestion du staff. D'accord. Alors, elles ont décidé en quelque sorte, elles avaient déjà perdu le match de la semaine précédente aussi d'ailleurs, et justement elles avaient décidé donc de faire exprès de ne pas jouer, en fait, de s'arrêter de jouer, pour renvoyer en fait leur coach, parce qu'il était assez sévère, il était trop dur avec elles en fait dans sa gestion d'hommes en fait. D'accord. Donc même ça a un petit peu entaché finalement la victoire. C'est peut-être ce qui est regrettable finalement dans l'histoire. Oui, en effet, mais pour moi, elle était quand même la victoire en elle-même était logique. Après le score, même Emmanuelle Mayonnaise l'a reconnu après le match, que l'ampleur du score était assez illogique, mais la victoire aurait été quand même aurait pu quand même être là. D'accord. Eh ben écoute, je te remercie en tout cas pour cette belle histoire. Et puis donc on va passer désormais à la dernière avec Arthur. C'est parti. Arthur, tu vas nous parler de l'un des plus beaux derbys contre Nancy, si ce n'est le plus beau de la décennie, celui de 2013, oui c'est ça, de 2013, lors du retour des Grenats en Ligue 2, emmené par Albert Cartier. C'est à toi. Oui, c'est bien ça, mon cher Kevin. On remet les choses dans leur contexte. On est le 24 septembre 2013. C'est la 8e journée de Ligue 2. Pas de dominos à l'époque, c'était simplement la Ligue 2. La belle époque peut-être, je ne sais pas. En tout cas, les Messins avaient mangé leur pain noir pendant des années, avec notamment cette descente en nationale, des montées manquées. Enfin bref, le club n'avait plus connu la Ligue 1 depuis 2008, une descente tragique où le club avait fini dernier. Enfin bon, pour revenir à notre 24 septembre 2013 et ce derby contre l'Est Nancy-Lorraine, Nancy est descendu de Ligue 1 la saison précédente, MS est remonté de National. C'est sous la houlette de Albert Cartier que la FCMS tente de retrouver ses valeurs, et ça passe peut-être par ce derby, parce que ça faisait 6 ans que le FCMS n'avait pas affronté l'Est Nancy-Lorraine. C'est peut-être un petit peu le derby de la rédemption après les années nord de l'FCMS. Enfin, voilà pour le contexte. Alors, le FCMS se présente dans une composition avec deux joueurs comme Johan Carasso, Romain Métanier, Gaëtan Busman, Linien Bakoto, Diafra Sako, et j'en passe. Ce sont des joueurs qui ont vraiment marqué cette époque, le FCMS dans cette quête de rédemption. Pour ce qui est du match, l'ambiance est tout bonnement monumentale. De mémoire, je n'ai pas vécu de telle ambiance à Saint-Symphorien. Ça fait 7 ans maintenant que ce match a eu lieu, et je n'ai plus jamais retrouvé cette ambiance à Saint-Symphorien. Le parcage visiteur était plein, ce qui est assez rare lors des derbies. Aujourd'hui d'ailleurs, c'était la dernière fois qu'on a pu voir des supporters visiteurs nancéens pour un derby, sans les arrêter, sans les interdictions de déplacement, malheureusement, qui gangrènent un petit peu notre football. Mais quand il en soit, tous les supporters sont chauffés à blanc. L'attente fut si longue que la libération en est exaltante. Trop exaltante peut-être pour les supporters nancéens qui, dès le début du match, jettent des fumigènes sur Kevin Lejeune, qui allait frapper un corner. Heureusement qu'il n'y avait pas Jean-Michel Aulas dans l'histoire. Quoi qu'il en soit, le match est arrêté. C'est peut-être cet arrêt du match qui a motivé les joueurs messins, puisque peu de temps après la reprise, Linien Bakoto va ouvrir le score sur un
sur un coup de billard dans la surface nancéenne dès la 6e minute de jeu. Et le derby est parfaitement entamé par les Messins qui prennent les devants au score au bout de 6 minutes de jeu. Le match est équilibré, hein, mais on sent la combativité des Messins. Puis dans les 10 dernières minutes de jeu, Nancy n'a pas vraiment réussi à se procurer des occasions. Et c'est là que Bounassar, d'un rush solitaire mémorable, va doubler la mise devant un Paul Nardi qui a complètement raté sa sortie dans les pieds du jeune milieu messin qui aujourd'hui évolue sur le couloir droit de l'Olympique de Marseille, bien sûr. Le sort du match est quasiment scellé, mais suite à une énième récupération de l'infatigable Ahmed Kachi, bien aidé par le rentrant Karim Lancina. Oui, il y avait même des joueurs totalement improbables qui nous ont aidés à remporter ce match. Bounassar va nous gratifier d'un nouveau numéro de soliste entre les défenseurs nancéens et sert prodigieusement un autre entrant en la personne de Koumen Sor, oui, encore un joueur improbable, qui va propulser un missile du gauche dans la cage de Paul Nardi, gardien nancéen. 3-0. La rencontre s'achève sur ce score absolument iconique. Le coaching d'Albert Cartier était plus que gagnant. Et après avoir connu les enfers, le FC Metz se réconcilie pleinement avec son public dans ce match qui fut un grand pas en avant dans la reconstruction du club. En effet, cette saison 2013-2014, le FC Metz avait fini champion de Ligue 2 avec 76 points et avait remporté les 2 derbys. Le club est remonté en Ligue 1 en enchaînant 2 montées successives, 2 nationales en Ligue 1. Et pour moi, ce match, c'est peut-être mon plus beau souvenir en tant que supporter messin. C'est peut-être ce match qui m'a rendu à nouveau amoureux de ce club qui avait perdu son identité, qui avait perdu ses valeurs. Et ce match du 24 septembre 2013, c'est peut-être le match le plus important de l'histoire récente du FC Metz. Et c'est ce match qui a peut-être permis au FC Metz de retrouver un championnat auquel il se doit d'appartenir, c'est bien sûr la Ligue. Merci Arthur. À titre personnel, c'est mon plus beau souvenir à Saint-Symphorien aussi. Et j'ai l'impression que ce match a clairement mis le FC Metz sur une rampe de lancement par la suite pour la remontée immédiate en Ligue 1. Il y avait une sensation complètement d'unité entre les supporters, les joueurs, le staff, les dirigeants. Et c'est vrai que dans l'histoire récente du club, on n'a pas eu souvent cette impression-là. Et puis les années qui ont suivi l'ont démontré avec des interdictions un petit peu étranges. Mais selon toi, c'est vrai, est-ce que ce match-là a vraiment permis au FC Metz de monter en Ligue 1, chose qui aurait peut-être pas pu être possible pour un club lambda après une montée de nationale et remonter directement en Ligue 1. Qu'en penses-tu de ça ? Je pense que d'un premier point de vue, le FC Metz n'est pas un club lambda en Ligue 2, car c'est un club qui avait connu la Ligue 1 pendant 10 années, pendant 10 décennies, et qui était redescendu dans des profondeurs qu'il n'avait jamais connues. Mais je pense que grâce à ce match, la jeune garde d'Albert Cartier à l'époque, même s'il y avait des cadres, Marshall comme Jérémy Chopin, au final, l'équipe elle était basée sur la génération qui avait remporté la Coupe Gambardella en 2010. Donc c'était une jeune équipe. Et je pense que grâce à ce match, grâce à la ferveur qu'ils ont réussi à susciter dans les travées de Saint-Symphorien, je pense qu'ils ont, face à une équipe qui descendait de Ligue 1, donc potentiellement avec niveau Ligue 1, ils se sont rendus compte qu'ils avaient vraiment les moyens et la possibilité de faire quelque chose de grand pendant cette saison 2013-2014. Et puis, heureusement, l'avenir leur a donné raison. Au final, il y a peut-être eu une redescente immédiate l'année d'après, mais Albert Cartier a tout de même redonné des valeurs à ce club qu'on n'avait pas vu depuis des années. Et ça va au-delà des résultats sportifs. Et même si le FC Metz n'a pas son niveau qu'il a pu connaître dans les années 90, les gens ont pu revivre l'espace d'un instant. Vivre ou revivre, ça dépend des générations. La ferveur ce match-là est clairement symbolique de la réussite d'Albert Cartier de remonter le club de là où il était, quoi.
C'est ça, c'est également aussi la symbolique de joueurs qui se battent pour le maillot, et ça, dans le football d'aujourd'hui, c'est assez rare. Quel que soit le niveau du joueur, quand il foule la pelouse de Saint-Symphorien et qu'il se bat, il ne sera jamais haï. Eh ben merci Arthur. Merci à la team Let's Go Metz. C'est terminé pour ce podcast. N'hésitez pas à nous partager, à donner vos avis, ainsi que également aussi vos meilleurs souvenirs sur le sport messin. Je vous dis à très vite. Salut!